Salut à tous et bienvenue sur Astrodobson. Retour sur mon observation d'objets inexpliqués. J'en ai fait une vidéo, c'était donc dans la nuit du 11 au 12, en voulant faire une astrophoto euh, du balai de sorcière en l'occurrence. J'ai pu pendant 10 minutes observer quelque chose de particulier que je n'ai pas su expliquer. Et j'en ai fait donc une vidéo qui a été énormément regardée. Tout d'abord, vraiment un grand merci pour les interventions, les commentaires qu'il y a eu autour de cette vidéo. On sait très bien que c'est un sujet un peu sensible et que parfois ça dérive complètement, c'est trollé à outrance. Là, les commentaires ont été respectueux et ça, je trouve ça vraiment bien. Il y a même eu des tentatives d'explication, des suggestions d'investigations complémentaires. Je les ai faites et donc aujourd'hui, suite et fin de ce dossier parce que l'explication, eh ben, je vais vous la donner maintenant. Un petit peu de contexte pour éviter de avoir besoin de re-regarder la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Donc j'étais en train, avec mon logiciel de capture, de faire un objet céleste, la nébuleuse du balai de sorcière. Et donc, si vous suivez cet objet-là, on voit quelque chose qui semble se mouvoir d'une manière complètement aberrante par rapport au reste, et comme ça pendant de longues minutes. Alors, je vais rafficher ça. C'est un satellite, certainement un Starlink. C'est quelque chose que en astrophoto, on a malheureusement de plus en plus. On les connaît bien, on sait les identifier. Les avions, ça a à peu près le même faciès, sauf que c'est deux lignes parallèles. Les étoiles filantes, c'est aussi à peu près la même chose. Des fois, c'est un peu coloré, ça prend pas forcément l'ensemble du champ pris en photo, mais on sait que c'est ça. Alors, vous m'avez suggéré aussi potentiellement un satellite militaire ou un ballon militaire, etc. Là, on peut se dire quand même que, bon, en termes de discrétion, je pense que nos militaires sont quand même en capacité de faire des choses un peu plus discrètes. Parce que sinon, n'importe qui peut les espionner de manière très simple ou les contre-espionner. Donc bon, le côté militaire, ça m'a pas vraiment convaincu du tout. Le côté petite bébête, alors c'est vraiment ce que tout de suite, quand j'ai vu l'image se former à mon écran, moi je pensais qu'il y avait une petite bébête qui se baladait. C'est pour ça que j'ai changé mon télescope de position. Et là, ça a disparu instantanément. Donc ça avait coupé déjà le côté petite bébête dans le capteur. Et il faut savoir aussi que je souffle avec une bombe à air tout mon équipement avant de démarrer mes sessions. À ce jour, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir ce genre de choses. On m'a aussi beaucoup suggéré le lens flare. Le lens flare, donc le reflet de lentille. Vous le connaissez bien, on le voit souvent dans les images pour donner ce côté un peu sunset, un peu été. C'est quand une source de lumière naturelle ou artificielle arrive avec un angle certain sur une lentille d'un objectif photo, ça forme des aberrations qui ont quelque chose d'assez caractéristique et qu'on reconnaît très bien. Et en astrophoto, on s'attend plutôt à ce genre de choses. Pas forcément aussi gros, mais la forme est très caractéristique. On a aussi les traces de miroir. Quand on a une étoile forte à proximité, ben, les miroirs peuvent se refléter, faire des ombres, et on a ce genre d'artefact assez disgracieux. Et enfin, on peut aussi avoir des poussières. Et d'ailleurs, c'est pour cela que l'on fait des fichiers de calibration pour nettoyer nos traitements d'images. On va pouvoir photographier
les positions et puis le faciès de l'ensemble des poussières qui sont sur le train optique et les retirer. Donc les poussières, ça ressemble à ça. Et ça, c'est pareil, j'en ai déjà eu plusieurs fois. Euh, je les ai reconnus, identifiés tout de suite. Donc le lens flare, ça ne m'a pas forcément convaincu. Après, par contre, on a commencé à me faire une suggestion par rapport aux pixels chauds, aux pixels défaillants. Donc, il faut savoir que sur les millions de pixels d'un appareil photo, certains sont défaillants. Et donc, on va, nous, en astrophoto, même si sur une photo en plein jour, ça se voit quasiment jamais, en astrophoto, ça crée des artefacts. Et ces artefacts, on va aussi, au travers de fichiers de calibration, essayer de les retirer. Alors, ce qu'on m'a dit, c'est regarde bien, quand on reprend ta vidéo, on se rend compte, alors j'ai pas mis le bon logiciel, voilà, on se rend compte que notre objet, toi non plus, voilà, toi non plus, yes, I want to quit. So, donc on se rend compte que notre objet se déplace de manière strictement opposée au déplacement des étoiles. Je vous rappelle que la nuit là, j'avais un suivi qui était catastrophique. Et ces mouvements, heureusement, je les ai pas tout le temps parce que sinon ça serait un peu l'horreur. Et en effet, le mouvement est strictement, rigoureusement opposé. Donc là, on commence à devoir écarter tout ce qui est en dehors du télescope. Clairement. On revient tout doucement vers le télescope. Alors j'ai poussé l'investigation et j'ai fait ce qu'on appelle un empilement de mes brutes par somme. Pour ceux qui n'y connaissent vraiment rien, en astrophoto, on va prendre des dizaines, voire même des centaines de photos et on va les traiter dans un logiciel qui va faire un alignement, qui va nettoyer chaque fichier unitaire et à la fin, on empile avec éventuellement un rejet des pixels déviants. Là, pour le coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un empilement par somme, de sorte à conserver en fait tous les défauts. On voit bien nos pixels déviants, ils sont là, on les voit tous, et on voit aussi, on se rend compte aussi que notre phénomène a, de manière quasi rigoureuse, la même trajectoire que les pixels défaillants. Alors ça a la même trajectoire, mais par contre ça n'a pas du tout la même tête, le même faciès. Éventuellement, je peux avoir un paquet, peut-être un paquet de pixels défaillants. Alors si j'avais un paquet de pixels défaillants, je pense qu'au bout d'un an, je m'en serais quand même aperçu. Et surtout, je peux le vérifier, j'ai fait ce qu'on appelle des darks, qui sont là pour justement constater les défauts de capteurs et après on les utilise pour les retirer sur nos photos, mais on peut du coup les constater. J'ai pas trouvé de paquet de pixels défaillants à cet endroit sur le capteur. D'ailleurs, après, j'ai fait ce qu'on appelle un empilement classique avec rejet des pixels déviants et mon artefact est toujours là. Donc, c'est pas des pixels déviants. Là, à ce stade, il ne reste plus qu'une chose. Dernière suggestion de plusieurs d'entre vous. Simplement, tu te remets dans les mêmes conditions, tu vises une autre étoile, et puis tu vois ce qui se passe. J'ai donc profité d'une nuit correcte pour me mettre sur Altaïr cette fois-ci, constellation de l'Aigle, et en effet, on a ce même phénomène qui, en fin de compte,
pour le coup, n'a pas bougé parce que mon suivi était bon. Si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu quelques jours auparavant, je ne me serais même pas aperçu que ça, c'est pas réellement une étoile. Donc, on a ici un ghost, un fantôme en fait, de l'étoile brillante qui est juste là. C'est ce qu'on appelle un lens flare. Mais alors c'est un lens flare qui ne ressemble pas franchement au lens flare qu'on a l'habitude de voir. Et ce phénomène a été réellement accentué par le fait que le soir-là, j'avais un suivi qui était mauvais et qui a mis en mouvement cette étoile fantôme, donnant l'impression d'un objet qui se déplaçait de manière complètement erratique au niveau de la voûte céleste. Alors, dernière précision, mais comment tu peux avoir un lens flare de ce type-là, sachant que tu n'as pas de lentille sur ton télescope? Je suis sur un Newton classique, un tube Newton classique et une caméra classique, donc il n'y a pas de lentille. Pas de lentille, il ne devrait pas y avoir ce phénomène. Et c'est là qu'intervient la troisième source de mon incompréhension. Ça, c'est ma caméra. Et depuis peu, j'ai rajouté ce qu'on appelle un correcteur de coma. Donc, le correcteur de coma, ça sert à supprimer les déformations d'étoiles qu'on a sur les bords de nos images qui sont dues à la courbure des miroirs, etc., etc. Donc, on a une déformation en périphérie. Et comme j'ai voulu me lancer dans la création de mosaïques récemment, eh ben, ces aberrations qui ne m'embêtaient pas, ces déformations qui ne m'embêtaient pas jusqu'ici, sont devenues un rempart, m'empêchant de faire des mosaïques, et j'ai donc ajouté un correcteur de coma, j'ai introduit des lentilles, et j'ai donc introduit un parasite. Voilà, on a un setup qui a évolué, des conditions d'observation qui étaient assez particulières, et puis à la fin, même un phénomène d'aberration qu'on n'a pas franchement l'habitude de voir. Quand j'ai présenté mes conclusions à quelques copains qui sont assez pointus dans le domaine, ils étaient quand même assez étonnés que je puisse avoir ça. Mais voilà, dès que j'ai une étoile, dès que j'aurai une grosse étoile dans mon champ, eh ben, il faut que je m'attende à avoir cette aberration. Peut-être d'ailleurs que c'est lié à cette marque de correcteur de coma. Peut-être qu'avec un autre correcteur de coma, j'aurais absolument rien observé. Ça y est, le sujet est clos. L'explication était là, sous nos yeux. N'était pas si compliqué que ça. Ça a été sympa à enquêter. Je trouvais ça vraiment cool. Merci à tous pour les conseils que vous m'avez donnés. C'est ce qui nous a permis de remonter le fil. Et ça nous montre que parfois, dans la résolution d'un problème, il ne faut pas trop vite écarter des hypothèses dont on pense avoir la réponse parce que elle se cache peut-être derrière. Merci pour cet élan de vue sur la chaîne. J'en ai profité, j'ai essayé de me dire, je vais surfer un peu sur la vague. J'ai fait une vidéo parce que du coup, il y a plein de monde qui, à mon avis, sont des passionnés, des curieux de l'espace, mais qui n'ont pas sauté encore le pas. J'ai fait une vidéo où je donne 3 méthodes pour faire de l'astrophoto. Ça part de la plus simple, parce qu'on peut tous faire avec un téléphone portable de l'astrophoto à la maison. Ça va la plus travailler. Et je me suis dit, c'est le moment ou jamais de mettre cette vidéo en ligne. Ça va peut-être permettre à des personnes qui se posaient la question,
d'avoir aussi des éléments pour enfin se lancer. Bon, je pense que je vais retourner à mes vidéos classiques qui feront certainement beaucoup moins de vues, mais l'essentiel n'est pas là. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.